Mesdames et messieurs, bonsoir. La réforme du secteur des transports en Côte d'Ivoire, c'est de cela que nous allons parler ce soir. Il y a eu des promesses dans le secteur, des choses ont été faites, d'autres sont encore en attente, d'autres encore sont beaucoup commentées. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de recevoir le ministre des Transports lui-même. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur Amadou Koné, ministre des Transports, est sur notre plateau pour cette émission spéciale. Et avec vous, monsieur le ministre, nous avons choisi de parler des actualités du moment dans le transport. Il s'agit entre autres de l'importation des véhicules d'occasion, du métro d'Abidjan, des transports urbains, aériens, lagunaires et de nos ports aussi. Et cela en 1 heure seulement. Et pour vous interroger, il y a avec moi Yapigui Hassan du groupe Fraternité Matin. Bonsoir Hassan. Bonsoir Fofana. En tout cas, merci d'être venu. Monsieur le ministre, avant même l'étape des questions-réponses, faisons un bilan, un tour d'horizon des transports depuis 11 mois que vous avez la charge de ce département ministériel. C'est sûr que les commentaires d'à côté vous parviennent. Et en les confrontant jusqu'à présent, ce que vous avez fait, est-ce que vous pensez vous-même que vous êtes satisfait? En termes de bilan, je voudrais faire remarquer que donc, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été formé dans un contexte particulier que nous connaissons tous. Quelques remous sociaux donc, importants, au niveau militaire également, qui étaient des remous donc, majeurs, des difficultés au niveau donc, économique, avec donc, les difficultés que nous avons connues en ce qui concerne donc, les coûts notamment du cacao. Tout ceci a fait que dans un contexte comme celui-là, nous avions donc à cœur, premièrement, d'œuvrer à stabiliser, à apaiser le climat social. Et c'est ce que nous avons fait dans le secteur des transports. Je voudrais rendre donc, un hommage appuyé à l'ensemble des acteurs du transport qui, pendant cette période, ont fait confiance au gouvernement, ont continué donc à travailler avec le gouvernement pour que le secteur du transport ne vienne pas donc aggraver la situation qui était quelque peu délicate. C'est la première chose à laquelle donc, nous nous sommes attelés, donc sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur les instructions de M. le Premier ministre donc, Amadou Gon Coulibaly. Par la suite, il a fallu très rapidement se retrousser les manches et affronter les défis donc, du secteur des transports. Au nombre de ces défis, il y a la sécurité routière pour tout ce qui est transport routier. Il y a les problèmes de congestion, de capacité au niveau donc, du port d'Abidjan et du port de San Pedro également. Il y a également qu'au niveau aérien, nous devions travailler pour faire en sorte que Abidjan, donc dans la construction du hub régional, donc Abidjan continue à faire donc, des efforts pour continuer les certifications nécessaires pour que ce soit donc, cette plateforme régionale et internationale tant souhaitée par le président de la République, mais également appuyer la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire qui, dans ce dispositif, est un élément important. Donc globalement, c'est ce que nous avons fait. Pour cela, nous avons fait en sorte que toutes les dispositions donc, réglementaires, législatives, donc, qui permettent d'amorcer dans chaque secteur soit la consolidation, soit le développement, que ces textes donc, soient pris. Nous avons aussi accéléré donc, la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, accéléré le lancement d'un certain nombre de projets importants, le métro, la réhabilitation du chemin de fer donc Abidjan-Ouagadougou, mais également doter la compagnie donc, nationale d'aéronefs qui lui permettent donc, de jouer sa partition donc, dans le développement du hub régional. Je voudrais qu'on commence par les derniers décrets sur l'importation de véhicules d'occasion, monsieur le ministre. Le double décret pris le 6 décembre dernier, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il a été compris par les professionnels même du secteur qui disent avoir été pris de court et en même temps les populations qui disent attention, les véhicules neufs, ça coûte vraiment cher, on ne peut pas faire autrement?
que notre pays ne peut pas être la poubelle du monde, je veux dire. Je voudrais indiquer que partout autour de nous, prendre quelques exemples, le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal, tous ces pays-là sont en train de prendre des dispositions pour assurer davantage la sécurité routière, pour faire en sorte que donc, la pollution ne vienne pas constituer un frein au développement de ces pays, n'appauvrisse pas également les populations. Donc, pour faire tout cela, il est important que nous accélérons le rajeunissement du parc automobile. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui sont importants parce qu'il faut savoir aussi que ce n'est pas des décisions qui sont prises comme ça. Il y a eu des études qui ont été faites pour bien comprendre la situation, pour également tenir compte du fait que certains de nos compatriotes, nombreux d'ailleurs, vivent du transport, vivent aussi de l'importation de véhicules d'occasion. Indiquer que le gouvernement a pour mission de veiller au bien-être de l'ensemble des populations, avec une attention toute particulière aux plus fragiles. Les plus fragiles, c'est ceux qui n'ont pas de moyens pour s'acheter des véhicules, qui sont de loin les plus nombreux, qui prennent donc le transport en commun, les Woro-Woro, les Baka, ce sont des Ivoiriens. Et je voudrais saluer la sortie de l'association des consommateurs, qui est sortie récemment, pour nous mettre en garde pour que soient appliqués effectivement les décrets qui ont été pris, parce que ceux qui souffrent le plus sont les plus nombreux. C'est ceux qui s'asseyent dans des véhicules d'occasion. Ce sont ces véhicules penchés, très vieux, qui transportent nos compatriotes. Évidemment, ce sont encore ceux-là, ces compatriotes-là, qui tous les jours sont dehors pour chercher des véhicules et qui respirent le plus cet air pollué. Ils payent de l'argent sans avoir le respect qu'il faut, parce qu'ils sont transportés dans de très mauvaises conditions, les plus nombreux. C'est eux qui dépensent encore beaucoup d'argent pour se soigner pour des questions pulmonaires, dues justement à la pollution. Donc nous devons à la fois veiller sur ceux qui vivent de la commercialisation de véhicules d'occasion, mais veiller sur la grande partie de la population qui, elle, subit malheureusement l'âge de ces véhicules, la qualité de ces véhicules qui circulent. Donc c'est ce que nous avons fait. Et pour toutes ces raisons, nos compatriotes devraient comprendre que ces mesures-là sont de bonnes mesures. Moi, je suis régulièrement interpellé sur la capacité du gouvernement à faire appliquer ces textes-là. Je voudrais profiter pour dire que nous avons eu des échanges avec les consommateurs, nous avons eu des échanges avec les transporteurs, qui d'ailleurs tous les deux ont fait des déclarations pour soutenir et ont affirmé qu'ils ont été étroitement associés. Et nous avons également, au mois de mai, exactement le 31 mai 2017, reçu les importateurs pour leur présenter le projet de décret. Et les importateurs nous ont dit qu'il y aura pour eux un manque à gagner. Et nous avons regardé ensemble les mesures d'accompagnement nécessaires pour que les pertes ne soient pas importantes, donc pour les importateurs. À la suite de quoi, nous sommes convenus tous de faire un effort sur les frais liés à l'importation d'un véhicule. Nous nous sommes donc ensemble avec le président de l'association des importateurs rendus au guichet unique le 1er juin 2017 pour voir comment les opérations se déroulent et quels sont les efforts qu'il y a à faire. Pour terminer sur la question et rassurer nos populations, on a fait une étude, je vous le dis. En réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, quand vous achetez votre véhicule en Europe, notamment en Belgique ou en France, vous pouvez suivre votre véhicule tant qu'il est sur le bateau jusqu'au port d'Abidjan. Une fois que le véhicule arrive au port d'Abidjan, vous ne savez plus à quel niveau se trouve le véhicule. Vous vous retrouvez, les statistiques du guichet unique le confirment.
confirme le fait qu'en moyenne, il faut 45 jours pour sortir son véhicule du port. Les 45 jours pour sortir le véhicule du port engendrent des frais. Nos compatriotes, les importateurs compris, se retrouvent en train de payer des surestaries, se retrouvent en train de payer des frais de magasinage, donc au niveau du port d'Abidjan, et il nous revient, et c'est vrai, que parfois les frais engendrés pour sortir le véhicule sont plus élevés que le prix du véhicule à l'achat. Donc c'est sur ces mesures-là que le gouvernement a décidé donc, de travailler. Et j'ai donné instruction donc, à mes services, notamment au guichet unique, pour que le délai maximum soit réduit à 10 jours maximum pour sortir un véhicule. Deuxièmement, pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas responsables des retards pour faire sortir les véhicules ne soient pas ceux-là qui aient à payer des frais pour lesquels ils ne sont pas responsables. Donc tout ça compris, avec les études que nous avons donc menées, indique que naturellement, les véhicules rentreront donc ici en Côte d'Ivoire à moindre coût. Et nous nous attelons à travailler pendant 3 mois, donc d'ici mars, pour que toutes les dispositions donc, soient prises et que donc, les retards soient supprimés, que les véhicules donc, rentrent à Abidjan sans que des frais inutiles en réalité donc, soient payés par l'importateur qui, lui, va le répercuter sur le client final. Avec cette disposition, nous sommes persuadés qu'en ce qui concerne la limitation d'âge d'importation des véhicules, nous aurons des véhicules de meilleure qualité à coût moins réduit par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Très bien. Oui, Guy Hassan. Monsieur le ministre, vous venez de parler tout à l'heure des mesures d'accompagnement. Les concessionnaires et les vendeurs de véhicules d'occasion relèvent également que les taxes, notamment les droits de douane qui sont autour de 20% pour les véhicules de type SUV, 18% de TVA et entre 2 et 3% pour les frais de transit, ce qui fait autour de 40% de ces charges. Ils estiment que cela est trop élevé et pour ces mesures d'accompagnement, est-ce que vous intervenez au niveau de cette fiscalité? Vous voulez tirer cette fiscalité vers le bas pour qu'il y ait une répercussion sur le prix à l'achat pour les particuliers? Je voudrais indiquer 2 choses. La première chose, donc cette fiscalité est communautaire. Il y a un tarif extérieur commun. Donc elle est communautaire. C'est ça. Partout, pareil. La deuxième chose, c'est ce que je viens de vous dire. En réalité, le coût élevé des véhicules à l'importation est lié au fait qu'il y a des frais qui peuvent être supprimés, qui sont souvent des frais qui ne vont même pas dans les caisses de l'État, qui ne sont même pas souvent, qui sont toujours des frais qui ne vont pas dans les caisses de l'État. Donc nous nous sommes engagés à faire en sorte à minimiser ces frais-là. Et si nous minimisons ces frais, nous aurons un gain à peu près de 50%, de 50 à 60% par rapport donc, aux frais perçus pour l'importation de véhicules. Vous savez que les surestaries, en moyenne, c'est 50 000 francs par jour révolu. Chaque jour passé, sans que la voiture donc, ne soit remise donc à l'OIC et transférée donc, au guichet unique, chaque jour passé, c'est 50 000 francs qui est payé. Alors, quand on vous dit qu'en moyenne, c'est 45 jours pour que le véhicule sorte, dont parfois, je connais des gens qui, malheureusement, ont vu leur véhicule gardé pendant 2 mois, qui se sont retrouvés à payer 2 millions donc, de surestaries, sans compter donc, les autres frais, donc les frais demandés par l'OIC, donc les frais portuaires, il y a la douane. Donc, le problème, ce n'est pas la douane. Il faut faire très attention. Ce que nous combattons, c'est que des compatriotes fassent les poches d'autres compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a, au niveau de l'importation de véhicules, il y a trop d'intervenants. Trop d'intermédiaires. Il y a des transitaires qui sont sérieux,
des importateurs qui sont sérieux, mais à côté de ceux-là, vous avez des intervenants qui sont parfois des intervenants véreux et qui font de la cavalerie. Utilisent votre argent pour sortir le véhicule de M. Fofana, le temps qu'ils aient un autre client pour sortir, vous, votre véhicule, et c'est vous qui vous retrouvez à payer donc des frais. D'ailleurs, vous ne savez jamais où le véhicule se trouve. Et après, on dit non, mais c'est la douane. C'est la douane. Vous n'avez aucun moyen pour le savoir. Ce qu'on a décidé par rapport au premier point que j'ai abordé tout à l'heure, je donne des instructions au guichet unique. En leur disant qu'il n'est pas normal que le client sache où son véhicule est tant qu'il est sur un bateau. Et qu'une fois que le véhicule arrive à Abidjan, le client ne sache même plus où le véhicule se trouve, à quel niveau en termes de formalité administrative, est parfois à la merci d'un intermédiaire qui, comme je le dis souvent, font de la cavalerie. Donc tout cela renchérit donc le coût du véhicule à la sortie. Donc c'est ça que nous avons décidé de combattre jusqu'à l'entrée en vigueur effective des décrets, parce que ces décrets-là, pour ce qui concerne l'importation, l'âge d'importation des véhicules, permet une phase transitoire. Donc il y a un moratoire de 3 mois pour que les véhicules qui sont déjà embarqués puissent venir à Abidjan. Mais au-delà de 3 mois, nous allons appliquer intégralement le décret. Pendant ces 3 mois, nous mettons en place tout le dispositif informatique pour faire en sorte que nous puissions sauter le maximum de frais perçus indûment par les uns et les autres. Avant de passer au point suivant, une question rapide. Monsieur le ministre, on se rappelle qu'une décision similaire avait été prise il y a un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cette décision-là, les choses n'ont pas marché? Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. Plusieurs décisions d'ailleurs. Plusieurs. La dernière décision qui a été prise, c'est une décision qui autorisait l'importation de véhicules jusqu'à 10 ans. Le délai, la limitation d'âge était 10 ans. Au-delà de 10 ans, il y avait une pénalité, une amende à payer. L'amende était, jusqu'à ce jour, jusqu'au mois de mars, l'amende est de 10 000 francs par année révolue. Que vous pouvez faire venir un véhicule qui a 20 ans, vous avez une pénalité forfaitaire de 150 000 francs à payer, et puis pour toutes les années révolues, vous payez 10 000 francs. De sorte qu'avec un véhicule de 20 ans, il vous suffisait de payer 250 000 francs pour que le véhicule rentre. C'est une mesure qui a montré aussi ses limites, parce que ça a permis que des véhicules de tout âge. L'objectif n'est pas d'avoir de l'argent. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif était de sensibiliser nos compatriotes pour leur dire que la meilleure chose à faire, c'est d'acheter des véhicules de moins de 10 ans et qu'au-delà, il fallait éviter. Puisque ça n'a pas marché, tenant compte des dispositions et des engagements que nous avons pris en termes de protection de l'environnement, en termes de protection de la santé des uns et des autres. Donc nous sommes arrivés, à travers des discussions que nous avons menées avec les professionnels du secteur, nous sommes arrivés à sortir le tableau limitant l'âge des véhicules, qui part de 5 ans à 10 ans. Donc la mesure n'a pas marché parce que elle était très très facile à contourner simplement. Et donc nous avons décidé de durcir. Je voudrais que nous abordions maintenant le deuxième point, le métro d'Abidjan. On ne peut pas vous avoir sur ce plateau et puis laisser passer l'occasion. Les premiers commentaires faits après le lancement de ce métro, vous avez bien entendu, plus de 800 milliards de francs CFA pour 37 km. Quel commentaire vous faites de cela? Et par la suite, quel est l'apport véritable du métro d'Abidjan? Initialement, en 2015, l'État avait été approché par un consortium d'entreprises à l'effet de réaliser
donc la première ligne de métro. La première ligne, parce qu'il y en aura d'autres. La première ligne de métro en BOT, si vous voulez. Ce consortium avait pour charge de concevoir le projet, de financer le projet, de réaliser le projet, donc construire donc le projet, de l'exploiter pendant un certain temps. Donc l'État n'avait absolument rien à débourser, si ce n'est que les charges imposées par la nécessité de libérer donc les emprises qui ont été occupées par un certain nombre de compatriotes. Ces charges revenaient à l'État, autour de 47 milliards de francs CFA pour dédommager ceux qui devaient quitter donc les emprises. L'État donc a mené des discussions en disant « D'accord, vous allez concevoir le projet, mais nous voulons être associés, valider le projet techniquement. C'est à nous de dire ce que nous voulons, même si c'est vous qui le financez et qui réalisez. » Donc nous avons été exigeants avec les opérateurs sur la qualité, sur le type donc, de train qu'il fallait. Et nous avons, sur cette base, donc, demandé qu'une offre soit faite. L'offre a été faite. Le financement, comme je l'ai dit, devrait être levé par les entreprises. Les entreprises nous ont dit qu'elles étaient capables de lever ce financement. Sauf que les conditions financières, les conditions de financement du projet imposaient, d'après les entreprises, qu'il y ait un prix minimum du ticket de train. Ce prix minimum du ticket de train ne convenait pas à l'État. Nous avons estimé que ce prix était trop élevé. Ils nous ont dit, dans ce cas, il faut que vous nous garantissiez, État, nous garantissiez que vous allez compenser au cas où le modèle financier que nous avons fait n'était pas tenable du fait donc, du prix du ticket. Parce qu'il fallait rembourser aux banques qui prêtaient donc, à ces entreprises. Sur ces faits, nous avons décidé, État de Côte d'Ivoire, de nous impliquer pour mobiliser les ressources pour le compte des entreprises. Parce qu'il fallait, on a regardé toutes les possibilités pour baisser le coût du ticket. Premièrement, il fallait chercher des ressources concessionnelles, qui ne sont pas des ressources facilement accessibles aux entreprises privées, mais aux États. Parce que ça allait permettre, avec les ressources concessionnelles, d'avoir donc un taux d'intérêt moins élevé. Face aux difficultés donc, de financer le projet, tenant compte de la structuration financière proposée dès le départ, l'État lui-même a décidé donc, de lever pour le compte des entreprises le financement nécessaire, en faisant en sorte que nous ayons une partie du financement qui soit concessionnelle, et puis une partie du financement qui soit commercial. Donc nous avons fait un mixte pour que les taux d'intérêt soient donc les plus faibles possibles. Après quoi, nous nous sommes adressés, parce qu'il s'agissait d'entreprises françaises et d'entreprises coréennes, nous nous sommes adressés aux deux États. Moi-même avait été envoyé par M. le Premier ministre donc, en Corée pour rencontrer le gouvernement coréen et demander au gouvernement coréen de mettre à disposition de ces entreprises sur le projet les ressources nécessaires. La même chose a été faite avec le gouvernement français, les sensibiliser à accompagner ces entreprises. Ce qui n'a pas été possible donc, du côté des Coréens, et le gouvernement français a bien voulu, croyant donc à ce projet qui est important pour le pays, qui est structurant pour la ville d'Abidjan, a décidé donc d'apporter donc le financement. En réalité, il s'agit donc d'un projet dont l'évaluation financière a été faite par ceux-mêmes qui étaient en charge de financer le projet, de l'exploiter et de se rembourser. Je ne suis pas sûr que vous, M. Fofana,
vous allez investir trop cher dans un projet sur lequel vous faites des affaires, alors que vous pouvez investir moins pour faire ces mêmes affaires et avoir beaucoup plus de bénéfices. Ceci étant, à partir du moment où l'État s'est substitué à ces entreprises pour lever les fonds, l'État a estimé qu'il devait rentrer au capital donc de la société de fait, puisqu'il y en a qui sont partis avec la nouvelle structuration. Donc l'État est désormais au capital. Deuxièmement, et nous pensons que le modèle financier qui a été fait donc par des spécialistes, ivoiriens, non ivoiriens, nous nous sommes fait accompagner d'importants cabinets donc dans le secteur, permet à ce que le projet soit rentable. Donc c'est un projet, même si l'État est garant du remboursement et que ça rentre de fait dans nos livres en termes de dette, mais c'est un projet qui a pour vocation de s'auto-rembourser. Donc il ne s'agit pas d'aller emprunter 1,4 milliard pour que ce soit l'État qui puise dans ses caisses pour rembourser donc, le 1,4 milliard. Il s'agit donc d'un projet qui devait, dans sa phase d'exploitation, permettre le remboursement donc, de la réalisation donc, du projet. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit des uns et des autres. La deuxième chose importante que je voudrais donc indiquer par rapport au coût, c'est beaucoup d'argent. Je reconnais, c'est beaucoup d'argent, 900 milliards de francs CFA. Encore que les discussions sur le coût ne sont pas terminées, puisqu'à partir du moment où l'État est maintenant celui qui lève les fonds, donc il appartient à l'État, et nous l'avons fait déjà, je voudrais vous en rassurer, nous avons fait un audit technique et financier du projet. Nous savons sur quoi est-ce qu'il faut faire des économies, et nous avons demandé au consortium d'entreprises de faire des optimisations pour baisser le coût. Donc nous veillons à ce que le coût affiché soit le coût qui corresponde donc, à ce que nous voulons en termes de qualité donc, de l'infrastructure que nous mettons en place. Oui, Monsieur le ministre, en ce qui concerne le coût, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée le tronçon entre Abobo et la zone portuaire de Treichville, combien de temps on devait prendre pour parcourir et combien on devait pouvoir payer? Est-ce que déjà on peut avoir une idée? Les coûts sont en discussion. Nous faisons tout pour que les coûts soient plus bas que ce que nos compatriotes payent aujourd'hui pour faire ce tronçon. Deuxièmement, en ce qui concerne la durée, nous sommes à 50 minutes, les arrêts compris. Je voudrais indiquer que sur les 37 km, nous avons 20 gares, donc 40 quais. Donc les trains devront s'arrêter à toutes les 20 gares. Mais de Anyama à Port-Boué, donc à l'aéroport, les estimations sont donc de 50 minutes donc pour faire le trajet. Ce qui est déjà important quand nous savons qu'aujourd'hui, donc à l'état actuel, sauf si vous empruntez un taxi, quoique avec les embouteillages, ça dépend des heures, ce trajet, vous allez le faire dans un délai beaucoup plus important que donc les 50 minutes, ça c'est sûr. Mais au-delà, vous allez le faire dans un temps en prenant le transport en commun qui vous déposera de quartier en quartier. Et tout ceci fait qu'en termes de temps, pour nos compatriotes, c'est une perte de temps incroyable. Et tout ceci a des conséquences sur la compétitivité de la ville d'Abidjan. C'est des pertes de ressources pour tout le monde, c'est des pertes de ressources pour l'État aussi. Monsieur le ministre, lorsque vous parlez du métro, on réfléchit, en même temps on pense à la réhabilitation de nos chemins de fer. Est-ce qu'on ne pouvait pas partir de l'existant déjà, donc les chemins de fer, pour ne pas en faire d'autres, pour ne pas engager autres dépenses? Ce n'est pas du tout le même projet. Je voudrais vous rappeler que... Et lorsque vous parlez de Abidjan, Ouaga, Abidjan, Kaya, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, nous avons lancé une semaine après le lancement donc de métro, de la ligne 1 de métro, nous avons lancé aussi
donc la réhabilitation donc, du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Donc c'est deux projets totalement différents. Dans la première phase de réhabilitation donc, du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, il y a 30 km sur les 37 km que nous aurons en partage en termes d'emprise, donc avec le chemin de fer donc, de la Citaraï, il y a 30 km qui ne seront pas réhabilités, simplement parce qu'il faudra déplacer ce chemin de fer. C'est un chemin de fer qui est exploité aujourd'hui par la Citaraï, comme vous le savez, en lieu et place de la RAN, l'ex-RAN qui existait, qui, pour l'instant, transporte principalement que du fret, de la marchandise entre Abidjan et le Burkina Faso. Le métro, ce n'est pas pour transporter du fret. Deuxièmement, comme on l'a indiqué donc, à diverses occasions, ce Fofana, on a indiqué qu'il y aura un train toutes les 5 minutes au démarrage. Par la suite, toutes les 2 minutes. Donc, toutes les 2 minutes, vous aurez un train qui va passer à une gare. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs trains qui seront donc, sur la même voie en même temps, dans un sens. Inversement, dans l'autre sens, ça sera pareil. Où est-ce qu'il y aura de la place pour faire passer un train de marchandises ou de voyageurs qui va au Burkina Faso, si ce n'est que ces 3 chemins de fer différents? Oui, Monsieur le ministre, vous avez abordé plusieurs points, surtout sur le métro, vous avez donné des coûts, mais nous avons eu le temps quand même de comparer avec certains États autour de nous et même très loin, mais on a toujours l'impression que c'est plus coûteux en Côte d'Ivoire. Il est bon qu'on fasse quelques précisions aussi. J'entends beaucoup d'amalgames sur le transport ferroviaire urbain. On me parle de TER, RER, de tramway, de métro. Je voudrais indiquer que le TER, c'est simplement le transport express régional. Donc, dans le transport express régional, vous avez le RER, le train, et vous avez des bus qui font le transport express, donc régional. Et puis, vous avez donc le tramway. Le tramway, donc c'est un train beaucoup plus petit, sur des rails, et qui ne sont pas des rails avec saillie. Donc, c'est des rails qui sont, vous voulez, encastrés, donc qui vont moins vite, qui prennent moins de personnes et qui circulent même sur les voies routières, totalement différents, donc pas les mêmes capacités. Pour faire des comparaisons sur le coût, il faut savoir qu'il y a des ratios. Les spécialistes sur les questions de train, j'en entends moins, j'en entends même pas beaucoup, savent de quoi il s'agit. Pour savoir si un train ou un projet donc, de cette nature est cher ou pas, on rapporte donc le projet à un ratio qui est connu. Donc ce ratio, c'est le CAPEX. Le CAPEX, c'est le financement dédié à l'investissement. Donc c'est le CAPEX par kilomètre, donc rapporté au nombre de passagers par heure et par distance parcourue. Si vous prenez la moyenne de CAPEX par kilomètre rapporté au nombre de passagers par heure et par distance parcourue, cette moyenne, je rappelle, est de 7004 euros. En ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire, nous sommes donc aujourd'hui à peu près 1448 euros. Là où vous avez donc les plus chers, notamment Ottawa, qui a plus de 12 000 euros. Ça, c'est sur le même type donc, de projet. À côté de ça, vous avez des projets différents qui sont ceux que j'entends très souvent, Dakar, Nairobi, Casablanca. Ce sont des projets totalement différents. Okay. C'était bon de faire cette précision entre les types de projets. Après,
parlant du CAPEX, nous faisons des investissements qui sont des investissements sur une distance de 37 km, certes. Mais sur cette distance, ça a été abondamment dit, vous avez une quarantaine de ponts-rails. Donc, partout, il y a des croisements avec un cours d'eau ou avec une infrastructure routière ou même le réseau donc, de train qui existe déjà avec la Citarail, vous avez un pont. Et puis vous avez un important pont sur la lagune donc, Ébrié. Et vous avez aussi, comme nous voulons avoir donc, un train quasiment à tous les kilomètres 100, ce qui fait qu'on a ce nombre donc, de 20 gares à quai. Ça vous fait 40 quais. Et tous les quais ont la même dimension que le train. Donc tous les quais sont des quais de 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres. Donc vous avez 40 quais qui font chacun 100 mètres. Donc c'est des investissements importants. Nous utilisons donc une technologie en matière de signalisation. Nous utilisons pour réduire le coût d'exploitation l'électricité. C'est un train qui est électrique. Donc tout ceci a un coût. On a voulu avoir un projet qui soit un projet qui s'intègre dans l'ensemble du réseau métro que nous entendons mettre en place. Et je voudrais préciser que ce qui est arrêté pour l'instant, donc pour Abidjan, c'est 5 lignes de métro. 5 lignes de métro, ce n'est pas 5 métros, parce que j'entends dire que la première ligne, ce n'est pas un métro. Le métro, c'est un ensemble, c'est un réseau de lignes. Peut-être plus tard, dans le cadre du métro d'Abidjan, qui va comporter plusieurs lignes, on aura certainement des lignes qui comporteront donc des parties souterraines. On se déplace difficilement à Abidjan. Là, on va changer complètement pour parler de la réorganisation du transport urbain. On se déplace difficilement à Abidjan. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des motos, taxis, il y a des woro-woro, il y a des voitures banalisées, il y a des taxis compteurs. Il y a maintenant Ivoire Taxi. On a l'impression qu'Ivoire Taxi vient pour remplacer les taxis Orange d'Abidjan. Quel en est l'esprit? C'est la question. Je laisse la question. On va écouter quelques opérateurs économiques avant de continuer. Nous avons monté un business plan. On a introduit une requête auprès du Fonds de développement des transports routiers. On a satisfait aux différentes conditionnalités. Et à la suite de ces conditionnalités, un type de véhicule a été proposé. Et notre dossier a été introduit auprès de la banque partenaire qui, après analyse, a validé notre dossier. Et nous avons fait notre rapport comme cela était stipulé dans les conditionnalités. Et quand la date est arrivée, on a pu bénéficier de ces véhicules-là avec l'accompagnement de la banque, du Fonds de développement des transports routiers, qui a permis à nos chauffeurs de bénéficier d'une formation à Lausanne. Depuis 2012, j'ai introduit des dossiers auprès de plusieurs banques commerciales, des business plans. Ils ont trouvé ça intéressant, mais à aucun moment, on a eu l'accompagnement. N'eût été le concours du FDTR, je ne pense pas qu'on puisse pouvoir acquérir ces véhicules neufs d'un certain type. Non, ce ne serait pas possible. Il faut remplir les conditions. Ils ont leur thème de développement. Voilà. Il faut avoir un parc automobile, il faut être transporteur. Il faut payer les impôts. Il faut aussi payer aussi, je crois, la CNPS. Et puis, il faut avoir un local. En tout cas, le temps a fait beaucoup pour nous déjà. Ils font beaucoup pour nous organiser déjà. Mais ce qui n'ont pas encore réussi, ce qui nous embête vraiment, c'est la concurrence déloyale. Ça nous fatigue vraiment. L'État a voulu travailler avec les jeunes Ivoiriens et nous avons déposé nos dossiers et nous avons été retenus. Nous avons une autre application Mobile Manager qui nous permet de faire la gestion du véhicule, c'est-à-dire la gestion des sinistres, la gestion du carburant, la visite technique, la maintenance du véhicule. Et nous allons plus loin dans le volet sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un code QR qui permet aux clients aujourd'hui d'avoir toutes les informations relatives au véhicule et aux chauffeurs du taxi. Nous avons développé certains systèmes que nous avons installés dans les véhicules. Donc en réalité, c'est nous qui veillons sur ces véhicules. Mais nous ne sommes pas les seuls parce qu'au niveau du compteur, il y a une géolocalisation aussi qui se fait.
Là, on a vu ces opérateurs économiques. Voilà. Et Guy Hassan, sur la question, une réaction tout de suite? Oui, la réaction, c'est que il y a beaucoup de commentaires autour de ces nouveaux taxis. Certains disent que ces taxis appartiennent à l'État. Là, c'est des opérateurs économiques qui nous parlent. Qui est derrière véritablement cette affaire? C'est ceux qui vous ont parlé qui sont derrière. Cette opération est une opération prévue par le FDTR. Et lorsque donc le président et le Premier ministre ont porté leur choix sur ma personne pour diriger donc le ministère des Transports, j'ai réuni mes collaborateurs, dont le directeur général du FDTR, pour leur dire que vous ne pouvez pas continuer à mettre en circulation des taxis neufs qui subissent la concurrence déloyale de ceux qui sont déjà installés. Je vous ai parlé tout à l'heure des règles donc dans le pays. À Abidjan, il est clair que le transport est organisé, a été donc déstructuré, désorganisé, parce que l'épine dorsale du transport à Abidjan a fait faillite à un moment donné, la Sotra. À partir du moment où la Sotra était en difficulté, avec une ville dont la population s'est accrue considérablement, surtout durant la période de crise, avec des nécessités, des besoins de mobilité plus grandes, le transport s'est déstructuré. Beaucoup de nos compatriotes également qui avaient des problèmes d'emploi ont trouvé dans le transport donc un secteur refuge. Maintenant, nous sommes dans la normalité. Les Ivoiriens, nous tous, sommes de plus en plus exigeants. Exigeants sur la qualité de route, j'entends ce que nos compatriotes disent. Exigeants sur la qualité des véhicules, exigeants sur la qualité des soins qui nous sont prodigués donc dans les centres de santé. Donc, en tant que responsable du transport, il m'est apparu donc nécessaire de mettre en place de nouveaux taxis qui ne fonctionnent pas ou ne fonctionneraient pas comme les anciens taxis qui existent aujourd'hui. Si nous prenons les textes qui régissent le secteur des transports, il y a beaucoup de taxis Orange qui circulent, qui ne devraient même plus circuler. En réalité, beaucoup sont des Woro Pay en Orange pour circuler. J'ai pris récemment une mesure à l'aéroport au Fort-Boigny où les clients se voyaient imposer de payer de fortes sommes pour sortir de l'aéroport avec un syndicat qui a été mis donc, sur place donc, à l'aéroport. Mais ce désordre-là, il va falloir en sortir. Je ne veux pas chasser, le gouvernement ne veut pas chasser nos compatriotes. Il y a des besoins d'emploi, c'est clair. Il y a des besoins de mobilité importantes, c'est réel. Ce que nous faisons, nous renforçons le parc de la Sotra. Nous avons mis à la disposition de la Sotra 500 autobus. Et je suis heureux de vous dire que là où, pour la même période, la Sotra transportait 4 millions de passagers, dans la même période, donc de mars à maintenant, la Sotra en a transporté chaque mois à peu près 11 millions. 353 000 passagers sont transportés aujourd'hui, quotidiennement, par la Sotra. Quotidiennement, vous avez dit? Quotidiennement, par la Sotra. L'année prochaine, nous allons acquérir encore 500 autres autobus. Pendant que tout ceci se met en place, il est important que nous organisions aussi donc, le secteur donc, des taxis. Pour bien identifier ceux qui sont en règle de ceux qui ne le sont pas. Mais dans le temps, ce n'est pas en 2017 ou en 2018, nous avons décidé donc, de faire en sorte que tous les taxis qui rentreront en circulation dès la prise donc, de l'arrêté interministériel que je m'apprête à prendre avec mon collègue du commerce, tous ceux qui rentreront en circulation devront répondre au cahier de charges que nous allons fixer en accord avec le gouverneur du district d'Abidjan. Donc tous les taxis désormais seront en orange et en blanc. Les compteurs seront bien spécifiés. Un certain nombre d'équipements vont être obligatoires. Parce qu'en réalité, vous le savez, on a vécu des drames incroyables dans ce pays. Je respecte
nos frères qui sont chauffeurs de taxi, il y en a de très courageux, très honnêtes parmi eux. Mais en même temps, il y a parmi eux des gens qui ne sont pas sérieux. Certains de nos compatriotes, notamment les jeunes filles, le soir, ont peur de prendre le taxi parce qu'ils se font agresser par certains chauffeurs de taxi qui viennent salir la corporation. La deuxième chose importante pour moi, on peut être chauffeur de taxi, travailler, payer une cotisation sociale, aller à la retraite et avoir une pension. La dame vous a parlé tout à l'heure de l'inscription à la enregistrement à la CNPS. Donc, la professionnalisation du transport nécessite que nous formions des gestionnaires aux outils modernes, que nous protégions ceux qui font des investissements importants et qui tiennent compte des cahiers de charges fixés par l'État, mais que nous fassions en sorte que nos compatriotes qui empruntent ces véhicules-là circulent dans la sécurité. Donc c'est le sens de ce que nous sommes en train donc, de faire. À qui appartient, la dame l'a dit, il y a eu 10 bénéficiaires pour le premier lot de 100 taxis. Je ne les connais même pas à titre personnel, puisque c'est des bénéficiaires qui avaient même été choisis avant que je sois ministre des Transports. J'ai simplement demandé à mes collaborateurs de garder les bénéficiaires qui avaient été choisis. Je veux juste savoir si ces bénéficiaires-là étaient des professionnels du secteur de transport donc en Côte d'Ivoire. Je vais terminer par, sur cette question, appeler tous les chauffeurs, les propriétaires de taxis à se rapprocher du FDTR. Nous sommes là pour rajeunir, renouveler le parc automobile, pour les aider à sauver leur profession. Parce que le taxi compteur à Abidjan a commencé à disparaître. Parce que tout le monde fait des arrangements. Et les clients, malheureusement, pensent toujours qu'ils sont bénéficiaires des arrangements. Ce n'est pas vrai. Si les compteurs sont trop chers et que les chauffeurs de taxi estiment qu'ils ne font pas de bonnes affaires, ils n'ont qu'à se rapprocher du ministère des Transports et du ministère du Commerce pour nous demander de baisser les coûts. Tout le monde en sera heureux, à commencer donc, par les passagers. Donc il ne s'agit pas de chercher à frauder. Et il s'agit de nous dire... Vous savez, même transporteur vient de nous dire que le prix de la chute est trop bas et que ce n'est pas rentable. Mais si le prix de la chute est trop bas, que vous faites des arrangements, c'est que vous faites des prix plus élevés que le prix de la chute, en réalité. Et concernant la Sotra, avant Ivoire Taxi, il y a eu les 8 bus au niveau de la commune de Cocody. Et après, il y a d'autres communes, des habitants des autres communes qui sont aussi en attente, qui désirent avoir ces moyens de transport de la Sotra. Mais jusque-là, à part Cocody, Yopougon, Abobo et autres, qu'est-ce qui est prévu au niveau de la Sotra pour atteindre ces cibles-là? En 2018, nous allons encore acquérir des 8 bus, nous allons acquérir donc des bus. Donc la Sotra va se déployer dans l'ensemble des communes d'Abidjan. Nous avons fait une étude de laquelle il ressort que la densité du trafic, donc les déplacements des populations, est plus importante dans la commune où elles sont qu'en dehors de leur commune. De plus en plus, nos compatriotes ont tout ce qu'ils souhaitent, soit peut-être pour aller travailler, peuvent avoir dans leur commune ce qu'ils ont. Donc les déplacements sont plus importants donc, dans la commune. Ce qui fait que donc, les 8 bus, avoir des 8 bus devient donc, pertinent. Donc nous allons continuer donc, à travailler sur cela. Donc chacun à son tour. Tout le monde parle de cette nouvelle gare. Une nouvelle gare pour Abidjan. Où en est-on aujourd'hui? Depuis qu'on a déguerpi ces personnes, on a l'impression que l'espace est resté inoccupé sans que rien ne soit fait. La réalisation de ce projet important qui a été lancé par le chef de l'État lui-même fait partie des objectifs donc, importants que Monsieur le Premier ministre donc, nous a assignés. Dès ma prise de fonction et à diverses reprises, j'ai reçu donc, le promoteur du projet, donc de nouvelle gare. Nous avons travaillé à lever un certain nombre de difficultés auxquelles le promoteur était confronté, notamment le déplacement des réseaux souterrains. Il y a un important réseau souterrain d'eau, d'assainissement et électrique sur le site. Pendant longtemps, le promoteur
se battait pour trouver une solution à cela. Grâce à l'appui de mon collègue des infrastructures, nous avons, avec le concours de la SODECI d'une part et de la CIE, donc nous avons réussi à commencer donc, le déplacement donc, des réseaux. Et le déplacement des réseaux, d'après le BNET, devrait être achevé donc, à la fin de ce mois, donc de décembre, de sorte que le promoteur nous a assuré qu'au cours du premier trimestre donc, de 2018, le gros œuvre donc, pourra commencer. Donc il y a eu quelques difficultés techniques, je reconnais. Je pense aussi que il y a des études qui n'ont pas été suffisamment bien faites en ce qui concerne le volume du trafic, qui n'ont pas été bien menées. Donc nous avons repris tout ça donc, avec le promoteur. Je voudrais en tout cas vous rassurer que c'est un projet auquel nous tenons. J'y suis allé moi-même par 2 fois pour non seulement me constater les difficultés, et lorsqu'on a trouvé des solutions aux difficultés, j'y suis allé pour voir si effectivement les réseaux étaient en train d'être enlevés. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura un coup d'accélérateur. Aujourd'hui, vous nous assurez que vous avez identifié très nettement les entraves et que les choses seront vraiment les entraves ont été bien identifiées. Après, c'est une question de responsabilité du promoteur qui a eu quelques difficultés et nous l'avons aidé pour régler donc ces difficultés. Nous faisons confiance pour mettre en place rapidement les financements nécessaires. Mais en ce qui nous concerne, donc, nous veillons à ce que donc, le chronogramme qui a été arrêté ensemble avec le constructeur récemment, que ce chronogramme-là soit respecté. Monsieur le ministre, je change complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les statistiques, en Afrique du Sud comme en Côte d'Ivoire, c'est malheureux de retrouver la Côte d'Ivoire en tête des pays où la route tue le plus. Depuis la solution que nous avons vue de votre côté, ce n'est que la sensibilisation. Ce n'est pas que plus vous sensibilisez, plus les routes tuent. On a l'impression que devant la chose, vous êtes impuissant. Non, je voudrais simplement dire que la sécurité routière, c'est une affaire de tous. L'État prend des textes. Nous devons travailler, et j'ai commencé à y travailler avec mon collègue, donc le ministre de l'Intérieur, pour que donc les forces de l'ordre, notamment, qui répriment, donc commencent en tout cas, à réprimer véritablement. Mais au-delà de ça, il m'est apparu donc nécessaire, au vu de la charge de travail que nos forces de l'ordre ont, donc de regarder, d'imaginer comment est-ce que nous pouvons faire du contrôle automobile sans la présence humaine sur le terrain. Il y a une étude qui est en cours avec l'AQTR donc au niveau du Canada. Nous aurons d'ici la fin du mois de janvier les premières conclusions que je présenterai donc au gouvernement pour que nous puissions donc automatiser le contrôle routier. Il y a des dispositifs qui existent un peu à travers le monde. Hein. Au Brésil, vous en avez donc en Colombie et dans d'autres pays développés où avec une caméra, avec un radar, on peut savoir les infractions qui ont été commises et verbalisées. Évidemment, ça va nécessiter que nous revoyions un certain nombre de dispositifs en ce qui concerne la verbalisation. Mais nous sommes en train de travailler. J'attends les conclusions de l'étude donc pour mettre en place ce dispositif-là qui viendra compléter donc le dispositif mis en place par le ministre de l'Intérieur. D'accord. Monsieur le ministre, un autre point, la gestion du transport aérien des secteurs maritimes et portuaires. Je voudrais commencer par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. J'ai envie de dire l'aéroport Félix Houphouët-Boigny certifié. Et après, aujourd'hui, aucun avion ne peut décoller d'Abidjan à Washington ou à New York directement. Alors que certains pays dont les aéroports sont moins sécurisés arrivent à le faire. Cela a servi à quoi la certification? Vous savez bien que ce n'est pas la volonté de l'État ivoirien qui manque. Nous travaillons dur pour faire en sorte que nous ayons, au courant du mois de janvier, donc le premier vol à destination donc, des États-Unis. C'est beaucoup de travail. Il fallait que, en réalité, il faut ramener du trafic sur Abidjan. Et pour ramener ce trafic-là sur Abidjan, il y a des certifications que la compagnie nationale, donc Air Côte d'Ivoire, qui doit prendre une part importante
donc, dans ce projet donc, de ligne vers les États-Unis, il fallait que la compagnie aérienne, donc Air Côte d'Ivoire, puisse aussi avoir un certain nombre de certificats. Donc le certificat IOSA, par exemple, qui permet à Air Côte d'Ivoire d'avoir un code share, un accord de partage avec les compagnies aériennes, de sorte à ce que Air Côte d'Ivoire amène donc sur Abidjan les passagers qui iront donc les États-Unis pour rendre la ligne commercialement viable. Donc c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes en discussion très avancée aujourd'hui avec Ethiopian, ce n'est un secret pour personne. Nous allons travailler avec l'ensemble des compatriotes pour que ce vol-là puisse commencer dès le mois prochain. Oui, monsieur le ministre, toujours à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, au départ, les enregistrements, les contrôles de police et formalités, tout se passe bien, mais on constate que les passagers, à l'arrivée, sont confrontés à un véritable problème au niveau de la récupération des bagages. Ils passent souvent 1 heure, 1h30, voire 2 heures du temps après 6 heures de vol à Abidjan-Paris. Qu'est-ce qui cause ce goulot d'étranglement au niveau de la réception des bagages et que comptez-vous faire pour un aéroport qui se veut compétitif et être un hub sous-régional? Il y a une seule solution. Il faut étendre l'aéroport. Il faut agrandir l'aéroport. Il faut avoir plusieurs tapis. À 19 heures, parce que c'est de cette tranche horaire qu'il s'agit, ce n'est pas toute la journée qu'il y a des problèmes de bagages. C'est à l'heure de pointe au niveau de l'aéroport d'Abidjan qu'il y a des problèmes de bagages, surtout lorsque nous avions donc la A380 qui débarquait plus de 1000 valises en même temps donc, à Abidjan, au moment où d'autres compagnies, Bruxelles Airlines, tout le monde venait donc à Abidjan avec 1 ou 2 tapis roulants. Bien évidemment, vous ne pouvez pas sortir les bagages donc rapidement. Il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment par rapport au service au sol, pour accélérer donc les choses. Des investissements de plus de 20 milliards de francs CFA ont été faits par NAS, qui a donc l'assistance au sol. Mais nous avons des capacités qui sont réduites. C'est pour cela qu'il y a exactement 2 semaines, donc Monsieur le Premier ministre a bien voulu lancer les travaux d'extension de l'aéroport d'Abidjan, de sorte que d'ici 18 mois donc à peu près, donc nous devons être capables d'accueillir un volume de passagers, en tout cas d'avoir la capacité pour 3 millions donc, de passagers, évidemment, avec tout le dispositif nécessaire pour accélérer donc, la sortie des bagages. Mais l'aéroport est devenu petit. On est victime du succès que nous rencontrons aujourd'hui donc au plan diplomatique, au plan économique, ce qui fait que donc, des investissements importants doivent être réalisés. Monsieur le ministre, parlons de Air Côte d'Ivoire. C'était attendu, mais on attend encore la desserte de certaines autres villes parce que c'est réclamé. Et puis, pourquoi ne pas vous le dire, les billets d'avion, ça n'aide pas à voyager facilement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des tarifs trop élevés? C'est même des tarifs subventionnés. L'État accorde donc à Air Côte d'Ivoire une contribution importante pour que les vols d'Air Côte d'Ivoire puissent desservir l'intérieur du pays. Il y a véritablement 2 destinations pour l'instant qui sont rentables. Donc c'est Korogo et San Pedro. Sur Boaké et Odéné, donc Air Côte d'Ivoire a des pertes. Mais c'est aussi une entreprise donc, à vocation sociale. C'est une entreprise qui devra aussi permettre que les investisseurs, d'où qu'ils viennent, donc à partir d'Abidjan, donc puissent aller à l'intérieur du pays, dans les villes de l'intérieur du pays, pour prospecter, pour suivre leurs affaires. Donc les retombées ne sont pas forcément des retombées commerciales pour ce qui concerne les dessertes intérieures, mais du point de vue économique, les retombées donc, sont importantes pour nos populations et pour donc, le pays donc, de façon générale. Donc les coûts des billets donc, à l'intérieur sont des coûts qui sont fixés aussi, qui tiennent compte du coût du vol, de la rentabilité donc, des lignes,
malgré donc, les appuis que le gouvernement donc, a décidé de consentir donc, à Air Côte d'Ivoire à chaque fois que la compagnie donc, en avait besoin, jusqu'à ce que cette compagnie soit donc, au niveau financier à l'équilibre l'année prochaine. Donc, le gouvernement a décidé donc, de soutenir Air Côte d'Ivoire et lui permettre donc, de desservir l'intérieur du pays. Les prochaines villes, on espère ouvrir l'année prochaine, deux autres destinations, au centre-ouest et au nord-est. Donc Air Côte d'Ivoire est en train de travailler donc, sur ces deux destinations. Donc on espère avoir ces deux destinations en plus l'année prochaine. Lorsqu'on regarde aussi vos documents, on dit désengorger les routes par le transport lagunaire. Je voudrais qu'on en parle, Guy Hassan. Oui, effectivement, en ce qui concerne les transports lagunaires, l'arrivée des STL et des Citram ont donné une nouvelle allure. Et ces deux compagnies sont en train de voler la vedette à la compagnie de l'État qui est la Sotra. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire de façon urgente pour que la Sotra se repositionne sur la lagune? Et que devient Sotra Industrie, qui avait entre-temps commencé à fabriquer des bateaux, bus, sur place, à des coûts véritablement réduits? Qu'est-ce qui est prévu pour que la Sotra se repositionne? Je voudrais saluer le courage qu'ont eu les responsables de STL et des Citrans pour prendre donc, le pari de mettre en exploitation à coût de milliards, s'endetter auprès de banques, donc pour mettre en exploitation des bateaux sur la lagune. Et les féliciter parce que pour ce qui concerne STL, qui a commencé ses opérations donc, au mois d'avril dernier, à ce jour, la STL a transporté 1 500 000 passagers. Citrans, qui a commencé l'exploitation un peu plus tard, donc m'a indiqué qu'ils étaient autour de 600 000 passagers. La Citrans transporte globalement 7 000 passagers jour. STL transporte à ce jour, donc globalement, 10 000 passagers jour. Ce qui est important et qui vient s'ajouter aux efforts donc, de l'État avec les autobus. Je vous ai indiqué tout à l'heure que donc, la Sotra maintenant donc, transporte plus de 300 000 passagers jour. Donc en termes de mobilité, avec l'ensemble de ces investissements de mars à avril à ce jour, c'est près de 90 millions de voyageurs qui ont été transportés, les bus et donc les compagnies lagunaires. Évidemment, ça a contribué à faciliter donc, la mobilité de nos compatriotes. Vous constaterez avec moi que là où, jusqu'à 21h, il y avait encore des files donc de personnes au plateau pour attendre donc, des véhicules, des woro-woro, pour rentrer à la maison. À partir de 19h maintenant, faites un tour au plateau, le plateau est quasiment vide parce que les efforts qui ont été faits par ces privés et la Sotra donc, ont permis d'accroître la mobilité de nos concitoyens. La Sotra va faire des investissements l'année prochaine donc sur les autobus. Ils sont en discussion donc, avec des banques donc, pour acheter quelques dizaines donc, de bateaux-bus l'année prochaine. Le gouvernement va les aider, va les accompagner et fera en sorte que Sotra Industrie, en ce qui concerne donc, la fabrication des coques donc, des bateaux, donc, continue de fonctionner et fasse en sorte que ceux qui y travaillent donc, préservent leur emploi. Et c'est sûr, Monsieur le ministre, il y a beaucoup de choses à dire encore. On a parlé de l'importation des véhicules d'occasion, le transport urbain qui doit être réorganisé, la gestion du transport aérien, le transport lagunaire aussi. Pour terminer complètement, Monsieur le ministre, quelles conclusions vous pourrez tirer maintenant, à la fin de cette émission? Les défis sont nombreux. En même temps, la tâche est alléchante. Nous allons couronner donc, tout ça, toute cette organisation donc, par la mise en place d'une autorité organisatrice du transport à Abidjan. Notre volonté est d'arriver le plus rapidement possible à instaurer donc, le ticket unique pour faciliter donc, le déplacement de nos populations qui pourront, quand on aura le métro
prendre un ticket de métro, prendre après un autobus, prendre un bateau-bus pour se rendre où ils veulent, ça se fait ailleurs. Et notre ambition, c'est de travailler à tout ça pour accroître donc la mobilité. Enfin, dire à nos compatriotes que on ne peut pas ne pas chercher à progresser. On parle d'émergence en 2020. Le premier visage, en dehors de l'urbanisme, le premier visage que nous allons donner donc aux uns et aux autres, c'est le visage du transport. Donc, sur cette question, donc, le gouvernement, avec le président de la République, sous l'autorité du président de la République, a décidé de faire en sorte que d'ici 2020, l'ensemble des efforts soient faits pour que nous ayons un secteur du transport qui soit moderne, que ce soit le transport de marchandises ou le transport de personnes. Le transport de personnes interurbain et le transport de personnes dans nos villes. Et nous sommes fortement interpellés par le fait que dans certaines localités du pays, les motos, taxis, les tricycles donc, ont évincé donc, quasiment les automobiles. Donc ce sont des problèmes que, avec l'ensemble des transporteurs, l'ensemble des usagers, nous allons essayer donc d'affronter, trouver des solutions qui ne sont pas des solutions d'éviction des entrepreneurs, mais qui sont des solutions d'éviction d'un moyen de transport qui n'est pas adapté, qui ne correspond pas à nos normes de qualité et de sécurité. Mais également, nous travaillons pour faire en sorte que l'ensemble de ces réformes qui vont permettre d'assainir donc, le milieu, tant en ce qui concerne les individus, on n'a pas eu le temps de parler du permis de conduire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le permis de conduire. Des cartes grises, il y a beaucoup de choses à dire sur les cartes grises. J'espère que nous aurons l'occasion donc d'en parler, mais nous ferons tous les efforts nécessaires dans tous les secteurs, avec tous les acteurs, pour que nous puissions réorganiser et avoir un secteur de transport qui fonctionne bien, pour ne pas que le désordre vienne tuer donc les professionnels qui, eux, n'attendent que donc un climat donc propice pour faire des investissements importants. En tout cas, merci, monsieur le ministre. En tout cas, c'est une promesse. La direction générale vous rappellera certainement sur ce même plateau. Merci à vous d'avoir répondu à nos préoccupations sur les acquis et les perspectives dans les transports. Merci à vous aussi, Guy Hassan Yapi, de Fraternité Matin, pour votre collaboration. Ainsi s'achève cette émission spéciale qui nous aura permis de mieux cerner les dernières mesures prises par les autorités. Merci. Vous êtes sur RTI1. Bonne soirée.